On trouve des structures et des modèles similaires à un arbre dans tout le corps humain. Les systèmes nerveux connus par la médecine occidentale existent, bien entendu. Mais dans la médecine chinoise, ayurvédique et tibétaine, les méridiens énergétiques sont essentiels à la compréhension du fonctionnement du corps. Les nadis, ou les méridiens énergétiques, forment des structures similaires à un arbre. Un examen post-mortem ne révélerait pas les chakras ou les nadis. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il faut perfectionner la façon d'observer. On doit d'abord apprendre à calmer son propre esprit. C'est la seule condition pour commencer à observer ces choses par soi-même. En électricité, moins il y a de résistance dans un fil, plus il est conducteur d'énergie. En cultivant la sérénité par la méditation, on crée un état de non-résistance dans le corps. Prana, ou Chi, où l'énergie intérieure est simplement notre vitalité intérieure, ce qu'on ressent quand on amène sa conscience à l'intérieur du corps. Les fils conducteurs subtils qui transportent prana, les nadis, à l'intérieur du corps, peuvent transporter de plus en plus d'énergie curative par les chakras. On renforce ces réseaux de fils en les utilisant, en laissant passer l'énergie. Où que soit l'énergie, ou chi, elle commencera à circuler et des liens physiques se développeront. Dans le cerveau et le système nerveux, les modèles de réseaux physiques se forment par la répétition. En portant continuellement son attention à l'intérieur et en diminuant la résistance aux associations expérimentées, on augmente sa capacité énergétique. Dans le taoïsme, le symbole du yin et du yang représente l'interpénétration des forces spirales de la nature. Le yin et le yang ne sont pas deux et ne sont pas un. L'ancien concept du hara est représenté par le yin et le yang, ou la spirale tourbillonnante. C'est le centre de la puissance situé dans le ventre, en dessous du nombril. Hara signifie littéralement mer ou océan énergétique. En Chine, le hara est appelé le diantian inférieur. Dans de nombreuses formes d'arts martiaux asiatiques, on considère que le guerrier possédant un puissant hara est imbattable. Dans la tradition samouraï, harakiri, ou seppuku, représentait une forme de suicide. Cela signifie empaler son propre hara de manière à déconnecter le chi ou le canal énergétique. Se déplacer du centre crée un mouvement gracieux qu'on ne voit pas que dans les arts martiaux. Mais également chez les bons golfeurs et les danseuses du ventre. Et les derviches tourneurs soufis. L'essence du hara est le raffinement de la conscience, disciplinée en un seul point, le calme dans l'œil du cyclone. C'est l'intuition reliée à une source énergétique. Une personne possédant le bon hara est reliée à la terre et à la sagesse intuitive qui relie tous les êtres. Penser avec son ventre, hara del Gandanasai, c'est puiser dans sa sagesse intérieure. Les anciens aborigènes australiens se concentraient sur le même point, juste en dessous du nombril,
où s'enroule le cordon du grand serpent arc-en-ciel. Encore une représentation de l'énergie évolutionnaire de la race humaine. Qu'une nouvelle vie commence dans le hara n'est pas une coïncidence. Le système nerveux entérique, parfois appelé cerveau viscéral, peut maintenir un réseau complexe de connexions identiques au cerveau dans la tête, avec ses propres neurotransmetteurs. Il est autonome, c'est-à-dire qu'il a sa propre intelligence. Le cerveau viscéral est pour ainsi dire une version fractale du cerveau, ou peut-être le cerveau est-il une version fractale du cerveau viscéral. Un ours en bonne santé possède un hara fort. Quand un ours sait où chercher des plantes, il suit le mouvement de chi avec ses sens, centrés dans le hara ou le ventre. Il s'agit du lien de l'ours avec l'endroit idéal, l'endroit qui, dans les traditions indiennes, est la source de toute connaissance avec la spirale de vie. Mais comment les peuples anciens connaissaient-ils la spirale, alors que la science moderne commence seulement à reconnaître sa signification ? Demandez aux abeilles, car elles n'ont pas oublié comment aimer. Les abeilles ont un lien particulier avec la source par leur contribution au système symbiotique, en aidant la beauté et la diversité à se propager. Elles relient le macrocosme et le microcosme. Un cœur relie le tout, l'esprit de la ruche, si vous voulez. Tel un cerveau ouvert, la ruche envoie ses rêves dans le monde afin qu'ils se manifestent. Dans la nature, de nombreuses créatures savent comment agir à l'unisson, se déplacer avec un seul esprit, dans une seule direction. Mais les autres espèces autour d'elle n'en bénéficient pas toutes. Par exemple, la locuste dévore tout sur son passage. Une locuste n'a pas d'autre choix que de se comporter comme une locuste. Elle ne produira jamais de miel et ne pollinisera jamais les plantes comme le fait l'abeille. Le comportement de la locuste est rigide, mais l'humain est unique dans ce sens qu'il peut se comporter comme une abeille ou comme une locuste. On est libre de changer et de manipuler les modèles d'interaction avec le monde. On peut exister en symbiose ou en tant que parasite. Les humains tentent de comprendre la spirale avec un esprit rationnel, mais sans jamais penser à se relier à la spirale de vie. On a toujours été reliés. La pensée est ce qui nous a maintenus dans l'illusion d'être différents, d'avoir nos propres identités. La pensée crée la différence. L'expérience de la limitation. Plus on se conforme à la pensée, plus on se déconnecte de la source. Les cultures anciennes, moins axées sur la pensée,
s'harmonisait avec la spirale d'une manière plus directe et plus personnelle que de nos jours. Dans l'Inde ancienne, Kundalini représente l'énergie intérieure remontant l'épine dorsale selon le modèle du serpent ou de l'hélice. En Inde, dans les traditions anciennes du yoga, les mondes intérieurs des gens étaient comparables, à cette époque, à ceux des cultures se concentrant sur le hara. Équilibrer la force de la spirale avec le calme de sa conscience comme témoin, c'est s'aligner avec son plein potentiel évolutionnaire. S'épanouir en un être qui était prédestiné à devenir l'être unique à multiples facettes. Ida, le canal féminin ou lunaire, est relié à l'hémisphère droit du cerveau, et Pingala, le canal masculin ou solaire, est relié à l'hémisphère gauche du cerveau. Quand ces deux canaux s'équilibrent, l'énergie remonte un troisième canal, Shushuma, le long du centre de l'épine dorsale, stimulant les chakras et libérant le plein potentiel évolutionnaire. Chakra, dérivé d'un ancien mot sanskrit, signifie roue énergétique. Kundalini n'est rien moins que la spirale originelle qui fait danser la vie humaine dans l'existence. Il s'agit d'un ordre différent d'énergie que celui qu'on comprend normalement, comme une passerelle entre la matière brute et les énergies les plus subtiles. La passerelle, c'est vous. Kundalini n'est pas une énergie qu'on impose par la volonté, les efforts ou les frictions. C'est comme faire pousser une fleur. Tout ce qu'on peut faire, en bon jardinier, c'est préparer le sol et rendre les conditions propices et laisser la nature prendre son cours. Si on impose à une fleur de s'ouvrir prématurément, on la détruit. Elle pousse avec sa propre intelligence, avec ses propres instructions préorganisées. L'esprit égotique, arrêté sur le monde extérieur, est ce qui empêche d'expérimenter sa vraie nature vibratoire intérieure. Quand la conscience se tourne vers l'intérieur, elle s'assimile aux rayons du soleil et au lotus qui commence à pousser. Alors que Kundalini s'éveille en soi, on commence à voir la caractéristique de la spirale en toute chose. Dans tous les modèles à l'intérieur et à l'extérieur, la spirale est le lien entre les mondes intérieurs et extérieurs.